Bien, bonjour à toutes et tous. Nous allons donc commencer cette séance en regrettant que nous n'ayons pas une salle plus grande, je ne sais pas pourquoi, au niveau de la distribution des salles, et donc ce qui impose à certaines personnes de rester debout. Nous en sommes vraiment désolés, s'agissant d'un sujet évidemment qui suscite à juste titre de l'intérêt. Alors on va commencer tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet et ne pas perdre de temps. Je vais d'abord présenter rapidement les intervenants. À ma droite, Maître Agnès Lebatteux, qui appartient à un cabinet très spécialisé et très connu en matière de copropriété, le cabinet Zurflux Lebatteux. À ma gauche, Monsieur Gilles Delestre, qui est administrateur de biens, syndic, et qui est président délégué d'une des principales organisations d'administrateurs de biens, dont délégué national de l'UNIS. Et en ce qui me concerne, je suis Patrick Baudouin, du cabinet Bouilleur, Baudouin et autres, qui est également un cabinet spécialisé en matière immobilière et de copropriété. Alors le thème, vous l'avez vu, de notre rencontre ce matin, ce sont les nouvelles règles du jeu concernant les assemblées générales. Autrement dit, toutes les modifications qui ont pu intervenir depuis un an en ce qui concerne convocation, tenue, répercussion des assemblées générales. Alors, comme vous le savez, il y a trois, sur le plan chronologique, si vous voulez, il y a trois textes principaux. Il y a d'abord eu la loi Elan, qui est une loi un peu cadre, disons, qui a pris certaines dispositions, qui est la loi du 23 novembre 2018. Cette loi Elan prévoyait en complément la prise de décrets. Donc le deuxième texte important pour nous après la loi Elan, ce sera le décret, un des décrets d'application, le principal décret d'application de la loi Elan, qui est du 27 juin 2019. Et enfin, nous avons un troisième texte extrêmement récent, c'est ce qui avait été prévu par les pouvoirs publics, qui est une ordonnance, puisque le gouvernement s'est fait accorder la possibilité de réformer une grande partie du droit de la copropriété par voie d'ordonnance. Donc c'est une ordonnance très récente, du 30 octobre 2019, qui apporte des modifications très substantielles, plus importantes, je dirais même qu'elles-mêmes, des modifications substantielles. Donc voilà quels sont les trois textes en termes chronologiques sur lesquels nous allons être amenés à intervenir. Alors en réalité, je crois que ce qui est prévu par Maître Lebatteux, c'est d'essayer, si vous voulez, de procéder par thème, d'une façon qui ne sera pas forcément la façon chronologique. C'est-à-dire on pourrait prendre la loi Elan, le décret et puis l'ordonnance. On va essayer plutôt de faire une synthèse et donc de vous présenter par thème la convocation, la tenue de l'Assemblée, les majorités, etc. Donc je laisse tout de suite Maître Lebatteux faire fonctionner si possible. Si possible. Alors ceci étant, on ne va pas s'attarder, on ne va pas procéder uniquement, parce que je crois que c'est très fastidieux pour le public, en vous laissant procéder à une lecture de ce qu'on va donner. On va essayer de le commenter d'une façon plus vivante, en se passant successivement la parole, puisque nous sommes trois intervenants pratiquant beaucoup à des titres divers la copropriété. Je pense qu'on va faire 100 même, parce que on va en rester. J'en reste à ma première diapo, c'est bien dommage, mais j'arrive absolument pas à faire fonctionner le diaporama. Et je crois que je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'on a quand même des choses intéressantes à vous dire. Donc tant pis, on va dérouler peut-être sans support les éléments qu'on a à vous donner. Alors l'idée, c'était de vous parler de l'Assemblée générale de façon chronologique. C'est-à-dire que les nouvelles règles, elles ont impacté à la fois la convocation, la tenue de l'Assemblée générale et même jusqu'à la notification du procès verbal. L'idée étant de moderniser la tenue de ces assemblées générales pour parvenir à, je dirais, une copropriété plus agile. C'est-à-dire que il faut permettre aux copropriétaires de prendre plus facilement les décisions.
de participer plus facilement aux assemblées générales, de poser leurs questions plus facilement en assemblée générale aussi. Et si nécessaire, enfin pas si nécessaire, et pour parvenir à cet objectif, l'idée c'est de s'appuyer sur les techniques modernes. Notamment, on va retrouver des convocations par voie électronique et par correspondance. Alors après, la difficulté qu'on va avoir assez rapidement et la limite de l'exercice, c'est que ces techniques extrêmement modernes vous posent nécessairement des questions parce qu'on va avoir une copropriété plus agile. Je ne sais pas si on va avoir une copropriété plus sûre, Monsieur Delestre, qu'en pensez-vous? Alors, tout ce qui permet de faciliter, la préparation de l'AG, 2, la participation, c'est de toute façon quelque chose qui s'entend de façon positive. Après, derrière, il y a quand même un minimum de sécurité à mettre en place autour d'une assemblée générale, parce que cette assemblée générale va avoir pour finalité de gérer la copro, d'engager des travaux, enfin, ce sont des décisions qui sont lourdes de sens. Donc tout ce qui va aussi aller, et on en discutait tous les trois en préparant cette réunion, la nécessaire sécurité des décisions doit être maintenue. Donc il y a un équilibre à trouver entre la facilitation de la convocation et de la participation des uns et des autres, mais avec une nécessaire sécurité quant à la décision qui sera prise. On va l'illustrer sur la lettre recommandée électronique. Il y a là aussi, c'est une avancée réelle, mais il y a une sécurité à mettre autour de cette LRE qui va apporter de la lourdeur et finalement aussi des coûts qui n'étaient peut-être pas immédiatement perçus au départ à la mise en place de ces nouvelles techniques. Donc un équilibre à trouver entre sécurité et agilité, facilité. Alors pour en revenir sur la convocation, la fameuse convocation électronique dont on vous parle déjà depuis des années, parce qu'en fait c'est pas tout à fait une nouveauté de la loi Elan. La convocation électronique, ça fait pratiquement 10 ans qu'on en parle et 10 ans qu'on n'y arrive pas. Donc on espère que cette fois-ci c'est la bonne. On a des dispositions notamment sur la convocation par voie électronique et la notification électronique dans le décret du 27 juin 2019 où on pose des règles justement pour assurer la sécurité de ces notifications électroniques. Alors, peut-être que Patrick Baudouin peut nous en dire quelques mots. Oui, alors en ce qui concerne les notifications par voie électronique, effectivement, ce sont des modifications qui résultent du décret dont nous parlions tout à l'heure. Il est prévu désormais cette possibilité donc confirmée de notification par voie électronique. Bon, ce qu'indique le décret, c'est qu'il faut l'accord express du copropriétaire pour recevoir des notifications électroniques. Cet accord express peut ne porter que sur les notifications ou sur les mises en demeure ou sur les deux. Donc il y a une possibilité de dire j'accepte seulement de me voir notifier la convocation et le procès verbal, mais pas les mises en demeure. Ou à l'inverse, on peut accepter les deux. Il peut être également prévu que les notifications en vue de l'Assemblée générale donc les notifications prévues à l'article 11 du décret, c'est-à-dire toutes les pièces qui doivent accompagner la convocation, peuvent être faites par mise à disposition des documents concernés dans l'espace en ligne mis en place par les syndics et dont l'accès est réservé aux copropriétaires. Donc c'est là une nouvelle forme de notification des pièces qui sont annexées aux convocations, qu'en général on recevait par courrier recommandé avec accusé de réception, mais toujours avec l'accord du copropriétaire. Donc ces pièces peuvent être mises à disposition en ligne par le système mis en place par le syndic. On peut encore relever que l'accord du copropriétaire pour qu'il y ait ces notifications par voie électronique peut être formulé en assemblée générale, lors de l'assemblée générale, et qu'en ce cas, l'accord du copropriétaire va se trouver mentionné au procès verbal. On nous dit par ailleurs dans le décret que le copropriétaire peut également notifier au syndic son accord par tout moyen conférant date certaine. Alors là, je vais laisser peut-être un petit commentaire sur le sujet. Qu'est-ce que veut dire par tout moyen
conférant date certaine. Alors, tout à l'heure, Maître Le Batteux, Agnès a mentionné effectivement l'espace sécurisé. Je pense qu'on peut aujourd'hui, au travers de l'espace sécurisé, obtenir cette date certaine. Moi, le conseil du praticien, c'est tout simplement de profiter de l'Assemblée générale, qui est un moment précis, pour que vous indiquiez tout aussi clairement à votre syndic votre décision, parce que c'est une décision de recevoir ces notifications. Ça, c'est le premier point. Donc, profitez de l'Assemblée générale. Si vous écrivez, c'est vrai qu'au moins, avec le bon vieux courrier recommandé, bon, au moins, on ne pourra pas dire que ça ne fonctionne pas. Et puis, dernier point, c'est ce qu'évoquait Agnès, l'espace sécurisé. Je pense que, mais c'est aussi au syndic d'organiser son espace pour qu'il puisse marquer, acter que vous avez bien manifesté votre volonté de. Donc, AG, courrier, et puis autrement espace sécurisé. Ce qui importe, par contre, et ça c'est ce que impliquait Maître, c'est que pour qu'il y ait cette sécurité, il faut que vous le mentionnez de façon expresse. Hein, c'est pas simplement, dites donc, envoyez-moi les éléments de façon dématérialisée. Non, on doit acter. De la même façon, vous aurez la possibilité de revenir en arrière, mais en préservant la même forme. Donc voilà. C'est le conseil, c'est ça. J'allais embrayer simplement sur ce point. C'est que l'accord que vous aurez donné n'est pas un accord insusceptible d'être mis en cause. Vous pouvez, après avoir donné votre accord, si finalement ces modalités de notification ne vous conviennent pas, vous pouvez revenir sur l'accord, retirer votre accord et par une déclaration en assemblée ou tout autre moyen, et votre retrait d'accord prendra effet le lendemain du 8e jour suivant la réception de l'information par le syndic. Voilà pour ce point. Peut-être on passe au point suivant, Agnès. J'avais 2 observations rapides. La première, c'est que vous voyez que vous avez un menu à la carte. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous optez pour la dématérialisation que vous optez pour la dématérialisation pour tout. Vous pouvez par exemple dire, moi j'ai envie de recevoir ma convocation par papier, parce que au moins je suis sûre qu'elle finit pas dans les spams. Ça a l'air bête, mais c'est important. Et en même temps, j'ai pas forcément besoin de l'énorme paquet de documents qui va avec. Donc je conserve la notification papier, mais je peux opter pour la notification uniquement des pièces annexes via l'extranet sur l'espace sécurisé. Ou encore, j'accepte de recevoir mes convocations par voie dématérialisée, parce que finalement, c'est jamais qu'aller à l'Assemblée générale. En revanche, le jour où le syndic m'envoie une lettre recommandée pour me dire que j'ai pas payé mes charges, là, je veux que ce soit une bonne vieille lettre recommandée papier. Donc il y a ces options qui sont ouvertes et qui font que vous pouvez aller plus ou moins loin dans la dématérialisation sans que ça vous insécurise. Donc ça, c'est vraiment important à noter. Et c'est vraiment l'autre point qui est vraiment important, mais on l'a déjà dit, c'est il faut que ce consentement il soit donné de façon officielle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette date certaine, parce que derrière, l'enjeu, c'est la validité de vos assemblées générales. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de prouver que le copropriétaire il avait bien accepté l'envoi par recommandé, derrière, il pourra dire « mais j'ai jamais reçu mon recommandé ». Donc c'est très très important c'est pour ça que c'est un peu formaliste et qu'on ne peut pas se contenter d'envoyer un mail au syndic, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le mail au syndic avec l'accusé de réception du syndic qui dit oui c'est bon, l'accusé automatique en général. Nous avons bien reçu votre message, il sera traité dans les meilleurs délais. Mais là en fait on n'a aucune certitude. Donc il va falloir mettre des choses en place beaucoup plus sécurisées, même si le texte est souple. Alors, on se rappelle juste que tout ce qui passe en termes de voie dématérialisée se fait par l'intermédiaire d'un tiers. Hein, ce n'est pas le syndic qui envoie directement la convocation ni les notifications. Ça passe sur décision par un tiers extérieur. Hein, et c'est ce tiers qui engage le processus de sécurisation de la délivrance des éléments. Hein. Donc, ça ne passe pas en direct par le syndic. On se rappelle, ça passe par un tiers extérieur. Voilà. Alors, il y a quelques prestataires qui sont certifiés parce qu'en réalité, pour pouvoir faire de la notification par voie électronique, il faut répondre à un certain nombre de conditions de traçabilité, de conservation, etc. Donc c'est pour ça qu'on passe par des tiers prestataires. Il y en a un, c'est la Poste, c'est une des filiales de la Poste. Il y en a un autre, c'est une filiale de la Caisse des dépôts, Monsieur Delay, je ne me trompe pas. Voilà, il faut un tiers certifié. De la même façon, si vous acceptez la notification électronique, il va vous falloir une identité numérique.
il va falloir un certificat d'identité numérique. C'est une démarche à faire auprès du prestataire en question, Absolument. notamment la Poste. Mais voilà, c'est pas juste j'envoie un email, je reçois un email. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. On passe au point suivant. Je vois que je m'attarde. Donc le point suivant, après donc cette facilitation de convocation de l'Assemblée générale qui doit coûter moins cher du coup normalement par voie électronique. L'autre idée, c'est de dire il faut que on tienne des assemblées générales plus facilement aussi. Pour tenir ces assemblées générales plus facilement, il y a une première disposition qui est de dire on va pouvoir tenir des micro-assemblées générales au sein d'une copropriété. Notamment si vous avez des parties communes spéciales. Alors, une partie commune spéciale, ça peut être par bâtiment. Quand vous avez une copropriété avec plusieurs bâtiments, en général, vous avez des parties communes spéciales par bâtiment. Ou même par cage d'escalier. On peut avoir des parties communes spéciales à cage des escaliers A. À ce moment-là, les copropriétaires de ces parties communes spéciales peuvent se réunir de leur côté pour prendre les décisions qui concernent ces parties communes spéciales. Donc ça facilite quand même parce que ça permet de tenir une petite assemblée sans convoquer tout le monde. En plus, il faut dire qu'on convoquait tout le monde et que seuls les copropriétaires des parties communes spéciales votaient. Ce n'était pas très intéressant. Donc ça c'est une facilitation aussi. Il y a une autre facilitation qui mérite peut-être un peu plus de développement, qui est de dire, à l'occasion de l'Assemblée générale, il faut, dans la mesure du possible, qu'on ait traité toutes les questions qui étaient dans la copropriété. Donc il faut laisser aux copropriétaires la possibilité de formuler un ordre du jour complémentaire. Ça, c'est pas nouveau. Le point qui est nouveau sur l'ordre du jour complémentaire, c'est que pour permettre aux copropriétaires d'écrire au syndic en disant « je voudrais qu'on aborde telle question », désormais le syndic doit, par voie d'affichage dans les parties communes, prévenir de la date d'assemblée générale. Donc comme ça, vous ne vous réveillerez pas au moment d'avoir vos convocations en disant « mais moi j'avais une question puis elle n'est pas à l'ordre du jour ». Vous êtes prévenu par voie d'affichage dans un délai raisonnable, permettant aux copropriétaires de faire inscrire les questions à l'ordre du jour, pour nettoyer les questions en cours. On prendra les questions après, si vous voulez bien, parce que ça nécessite de faire passer les micros. Alors, peut-être en complément deux petites choses sur, effectivement, quand il y a des parties communes spéciales, il y a donc la possibilité pour les copropriétaires qui sont seuls intéressés par les décisions à prendre sur ces parties communes spéciales d'avoir des assemblées particulières. C'est bien précisé désormais, cela résulte de la loi Elan. Et il y a toujours la possibilité tout de même de délibérer par des votes qui seront les votes uniquement des titulaires de parties de millièmes de parties communes spéciales lors de l'Assemblée générale elle-même. Donc il y a deux possibilités, soit une assemblée particulière, soit lors de l'Assemblée générale, on fait des votes spécifiques en ce qui concerne les parties communes spéciales. Deuxième point par rapport au vote, à l'affichage, c'est vrai que c'est une disposition nouvelle là, qui résulte du décret, donc il est demandé au syndic d'afficher la date de la prochaine Assemblée générale et de préciser que les copropriétaires ont la faculté de demander pour cette Assemblée générale l'inscription de points complémentaires à l'ordre du jour. Alors, deux observations, ça a été dit par Maître Le Batteux tout de suite. La première, c'est que cet affichage doit avoir lieu, entre guillemets, dans un délai raisonnable avant la convocation pour l'Assemblée générale. Alors, le délai raisonnable, est-ce que c'est 15 jours, un mois? Bon, c'est soumis à appréciation. Le deuxième point important, c'est que, pour une fois, le rédacteur du décret a prévu que cette formalité, par voie d'affichage, cette formalité n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la convocation. C'est-à-dire que si l'affichage n'est pas effectué, un copropriétaire ne peut pas se prévaloir de ce moyen pour dire que la convocation est entachée de nullité. Je vous laisserai peut-être préciser comment vous entendez procéder pour ce qui est de l'affichage. Parce qu'il y a des débats là-dessus. Très concrètement, à partir du moment où il y a là c'est le praticien qui s'exprime et pas le juriste. Je pense qu'il faut que le syndic voit avec son conseil syndical comment organiser cet affichage. Où le mettre, de quelle façon, parce qu'on sait très bien qu'un affichage a parfois tendance à disparaître. Organiser avec le conseil syndical tout simplement un emplacement et de prévoir avec le conseil syndical
un délai suffisant pour que l'information puisse circuler. Le délai suffisant, quand est-ce qu'on fixe ensemble? On fixe avec le conseil syndical lors de la réunion qui prépare l'Assemblée, la date. Donc moi je plaide pour de la concertation, prévoir un emplacement quand même pour pouvoir le faire et que cet emplacement soit suffisamment protégé, parce qu'on sait toujours que bon voilà, des petites choses peuvent être vandalisées. Donc voilà, conseil syndical, prévoyez ensemble un délai suffisant. Un délai suffisant, c'est quoi? C'est effectivement au minimum 1 mois, hein, parce que après, derrière, il faut... Le tout, c'est pas... On le sait très bien, demander l'inscription d'une question, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait un délai pour inscrire et surtout instruire la demande. Si ça doit déboucher sur une étude avec derrière des besoins de devis, on sait très bien que c'est pas en 15 jours que les choses se font. Donc prévoyez un délai suffisant avec votre syndic, et 2, organisez matériellement l'emplacement, l'endroit où cet affichage sera réalisé. Alors, sur ces assemblées générales agiles, entre guillemets, ou provoquées plus facilement, l'ordonnance a été au-delà, l'ordonnance du 30 octobre 2019, puisqu'elle prévoit désormais la possibilité de convoquer une assemblée générale à la demande d'un copropriétaire et à ses frais. Donc là, pour le coup, on est dans un dispositif qui est complètement nouveau. Patrick, peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi il innove par rapport à ce qui existait déjà. Oui, alors ce point est effectivement très important parce que en pratique, très souvent, nous sommes consultés en tant qu'avocats par des copropriétaires qui souhaitent, en cours d'année, alors qu'aucune assemblée n'est prévue, faire inscrire un point à l'ordre du jour. Par exemple, l'exemple type, c'est le copropriétaire qui veut être autorisé à effectuer des travaux touchant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Vous avez un copropriétaire, il vient d'acquérir un appartement, il a besoin de solliciter une autorisation pour percer un mur porteur ou pour toute autre catégorie de travaux. La prochaine assemblée annuelle a lieu dans 10 mois. Il souhaiterait que les copropriétaires puissent se prononcer auparavant. Dans la loi antérieure, ce n'était pas possible pour un seul copropriétaire, puisqu'il fallait que la demande d'assemblée soit formulée soit par le conseil syndical, soit par des copropriétaires représentant plus de 25% des tantièmes. La nouveauté, donc, résultant de l'ordonnance du 30 octobre, c'est de dire que tout copropriétaire peut demander à ses frais bien sûr, la convocation à n'importe quel moment, en quelque sorte, d'une assemblée générale des copropriétaires pour faire inscrire un ou plusieurs points d'ordre du jour qui l'intéressent personnellement. Donc c'est effectivement à nos yeux en tout cas je pense, une avancée importante et une facilitation qui est donnée pour la tenue d'assemblées générales de façon à ne pas bloquer la copropriété entre 2 assemblées annuelles et permettre à un copropriétaire de ne pas être entravé donc, dans un projet. Après, l'Assemblée, bien sûr, se prononce. Non, c'était le conseil syndical auparavant. Alors, simplement, s'il y a des questions, j'ai oublié de le dire, sur la règle du jeu, on va essayer de tenir sur 1 heure, 1 heure et quart de présentation, et ensuite vous poserez les questions, parce que sinon on risque de ne pas parvenir au terme de ce qu'on aimerait pouvoir vous indiquer. Agnès. Alors, ceci étant vu sur les convocations d'assemblée générale, je pense qu'on peut aborder le sujet de la tenue des assemblées générales elles-mêmes. Puisque une fois que votre assemblée générale est convoquée, il faut aussi assurer sa tenue et surtout si on multiplie les assemblées générales, parce que c'est vers ça qu'on peut tendre, il faut s'assurer d'une participation minimale. Sinon, on risque d'avoir une situation de blocage dans les décisions. Ou encore une situation dans laquelle une minorité, finalement, imposera sa volonté à des gens qui ne se sont pas déplacés, parce que c'est la 4e Assemblée Générale de l'année. Donc il y a un moment, ils sont en province, ils n'ont pas l'intention de monter pour 4 Assemblées Générales dans l'année à Paris. Donc là aussi, il y a eu des innovations importantes, essentiellement issues de la loi Elan et du décret d'application du 27 juin 2019, pour faciliter la participation des copropriétaires, avec la fameuse
conférence par visio, enfin la fameuse assemblée générale par visioconférence. Alors on ferait peut-être mieux de parler d'assemblée générale à distance, parce qu'en fait on va voir que c'est pas que par visioconférence, et le vote par correspondance qui finalement a été consacré dans l'ordonnance du 30 octobre 2019. Alors pour ce qui concerne l'assemblée générale par visioconférence, moi on m'a toujours dit que la navette Challenger avait explosé parce que les ingénieurs de la NASA, avant de lancer Challenger, avaient fait une visioconférence entre la Floride et Cap Canaveral, enfin entre le lieu de construction et Cap Canaveral. Il y a un ingénieur tout au fond de la salle qui avait dit « Méfiez-vous quand même, je ne suis pas sûr que mes boulons résistent en cas de gel, or il va geler ». Mais l'ingénieur était tout au fond de la salle et on ne l'a pas entendu dans la visioconférence. Donc est-ce que nos assemblées générales en visioconférence vont ressembler à ça, Monsieur Delestre? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. On est là au début de tout cela. Hein. D'abord, on va être très dépendants tous ensemble de la technique. Quand on parle de visioconférence, on ne parle pas d'assemblée sur Skype ou sur Facebook. Hein. On parle d'un système qui, à distance, permet une tenue sécurisée d'une assemblée générale. Ça veut dire qu'il faut être certain de l'identification. Il faut être certain que, ensuite, la relation, la liaison reste constante et de bonne technique pour permettre à chacun de s'exprimer, donc d'exprimer un vote, et puis de façon à ce que la décision puisse être prise dans des conditions de sécurité juridique. Donc, ce n'est pas du Skype, en tout cas pas pour l'instant, ce n'est pas du Facebook, c'est un système sécurisé. Donc, de ce point de vue-là, première limite, ou en tout cas, à aujourd'hui, premières interrogations sur la capacité technique. Ça commence à s'installer. Aujourd'hui, on sait qu'on peut tenir des petites assemblées générales. On sait que, techniquement, des toutes premières assemblées générales se sont tenues autour de 5, 6, 7 personnes à distance. C'est un point de départ, c'est certainement pas un point d'arrivée. Ce qu'il faut se dire, c'est que on va découvrir le sujet avec vous, hein, ensemble. Alors là, l'ordonnance qui a été rédigée prévoit que ces moyens et ces supports techniques soient décidés par l'Assemblée générale. Ce n'est pas le syndic qui décide de ça. Mais à l'inverse, puisque c'est l'Assemblée générale, elle décide sur la base de devis. De devis qui vont être élaborés en liaison entre le conseil syndical et le syndic. Donc on va vers un travail important, en commun, puisque c'est au bout du compte l'AG qui décidera, et c'est l'AG, donc le syndicat des copropriétaires, qui supportera la dépense. Donc là aussi, on va vers des interrogations quant au coût. Aujourd'hui, les syndics, pas plus que le conseil syndical ne le connaît. Et deuxièmement, pour quel type d'immeuble? Quelle est la taille d'immeuble qui va être intéressé par mettre en place une communication à distance qui ait pour effet un coût important. Donc on est au tout démarrage de tout cela. Ce qui est important, c'est quand même de se dire que c'est une évolution inéluctable. Elle a pour vocation, parce qu'on a quand même constaté un réel désintérêt ou une réelle baisse de participation des copropriétaires, ce qui est quand même dramatique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et que à aujourd'hui, on dispose, ou en tout cas demain, on va disposer des moyens techniques. Donc, on se le rappelle, décision de l'Assemblée générale, sur la base de supports techniques qui seront décidés en concertation, présentés sous forme de devis par le conseil syndical et le syndic, et des dépenses supportées par l'Assemblée générale, enfin par le syndicat des copropriétaires. Donc, on est au démarrage de tout cela. Encore une fois, à chaque fois, c'est un petit peu le rôle des praticiens et notamment des avocats, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on doit sécuriser la relation. Parce que, encore une fois, on se dit que l'Assemblée générale, c'est le moment le plus important de la vie de la copropriété. C'est là où les décisions se prennent. Elles doivent permettre à ces gens qui n'ont pas matériellement la capacité à être présents physiquement, néanmoins, de comprendre ce qui se passe et d'émettre une décision. Et il faut néanmoins que cette décision puisse être enregistrée, porté sur le procès verbal valablement. Donc voilà, à aujourd'hui, on est au tout démarrage de tout cela. C'est passionnant. C'est clair qu'il y aura des incidences financières et ensemble, on décidera de là où les choses doivent se faire de cette façon-là. Oui, alors là, juste en complément, évidemment, c'est ce qui vient de vous être indiqué, c'est un procédé tout à fait nouveau.
Ça va dans le sens de l'évolution des moyens de communication. On devine qu'il peut y avoir des difficultés de mise en œuvre. C'est l'Assemblée générale qui décide, c'est important. Donc dans les petites copropriétés, peut-être que les copropriétaires ne voudront pas faire l'avance des frais aussi qui sont afférents à cette mise en place d'un tel système. C'est peut-être plus adapté pour les grandes copropriétés, mais enfin on verra l'évolution. Juste petit point complémentaire, il faut savoir que quand un copropriétaire veut avoir recours à ce moyen de participation à l'Assemblée par audio ou vidéoconférence, il doit informer par tout moyen le syndic 3 jours francs au plus tard avant la tenue de l'Assemblée générale. Ce qui est un délai qui paraît quand même relativement court vis-à-vis du syndic et pour la mise en place de cette formule. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on passe peut-être au vote par correspondance? Oui, peut-être. Hein, alors, peut-être. j'avais juste une question. Qu'est-ce qui se passe si, je ne doute pas que du côté syndic ce soit bien fait et que on ait un système fiable, etc. Mais si ma liaison à moi, elle saute pendant l'Assemblée générale, c'est-à-dire que mon portable n'a plus de réseau, tout d'un coup, je vous entends plus, je peux plus voter. Qu'est-ce qui se passe? Je suis censée voter pour? Je sais pas. Alors, ça fait partie. D'abord, sur l'identification, le système doit obligatoirement garantir l'identification à peine de nullité. C'est-à-dire que le système technique qui sera mis en place doit pouvoir permettre d'attester, de vérifier que c'est bien Agnès Lebatteux qui reçoit le code d'accès et qui participe effectivement à distance à la décision. Modalité technique, qu'est-ce qui se passe au cas où techniquement, on a une liaison. Le procès-verbal, on y reviendra après, doit attester de ces incidents. Moi, je crois que c'est à aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Si ce n'est, on en disait, est-ce que c'est au copropriétaire de faire la preuve que le système n'a pas fonctionné? Comment est-ce que ça se passe? Oui, il y aura du contentieux. Et mesdames et messieurs les avocats, vous allez, je pense, au moins dans un premier temps, vous régaler. Parce que ça, je suis certain que tout n'ira pas de soi comme cela. Voilà, j'ai pas de réponse à aujourd'hui, très, très, très objectivement. Simplement, on va y revenir tout à l'heure, mais les incidents éventuels doivent être effectivement signalés sur le procès-verbal. On peut peut-être passer au vote par correspondance, qui est une autre possibilité, alors qui avait été offerte par la loi Elan. La loi Elan avait prévu cette possibilité de vote par correspondance et avait aussi renvoyé à un décret en Conseil d'État pour les modalités du vote par correspondance. Il était simplement indiqué dans la loi Elan, donc celle de novembre 2018, que le vote par correspondance se ferait selon un formulaire, que si dans le formulaire, le copropriétaire qui votait par correspondance ne donnait pas de sens précis à son vote, il était considéré comme abstentionniste. Il en allait de même si, au cours de l'Assemblée, les projets de résolution évoluaient de manière substantielle. À ce moment-là, le copropriétaire qui, par exemple, avait dit je vote pour, devenait abstentionniste en raison de la modification du projet de résolution lors de l'Assemblée. Alors, on attendait donc un décret en Conseil d'État qui n'est pas survenu. On s'est demandé à ce moment-là si cette possibilité de vote par correspondance, qui elle aussi suscitait certaines difficultés, se trouvait abandonnée. Et ce n'est, semble-t-il, et même certainement pas le cas, puisque dans l'ordonnance du 30 octobre 2019, il est prévu que les copropriétaires peuvent par ailleurs voter par correspondance avant la tenue de l'Assemblée générale au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Donc il faudra un arrêté qui définira ce formulaire. Il est dit également que si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'Assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Voilà, je pense, l'essentiel. Je laisse Agnès compléter. Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a deux commentaires qui sur ce vote par correspondance. On vous avoue que la première fois qu'on l'a vu arriver, donc dans la loi Elan, on s'est dit c'est une catastrophe. Parce que
dès lors qu'il était prévu que la personne qui vote par correspondance ne coche pas de case, donc en fait c'est une question qui ne l'intéresse pas, ou simplement il ne peut pas se prononcer, parce que sur l'élection du bureau, comment voulez-vous vous prononcer par avance? C'est pas possible, donc voilà, il ne se prononce pas. Dès lors que le copropriétaire ne cochait pas la case, il était censé voter contre. L'idée derrière, c'était de dire, comme il vote contre, il peut toujours faire un recours. Donc on ne peut pas surprendre son consentement. C'était ça l'idée, c'était de préserver les droits du copropriétaire. Le seul problème, c'est qu'on sait très bien que quand les copropriétaires renvoient, parce qu'aujourd'hui ils ne renvoient pas des formulaires de vote, mais ils renvoient des mandats parfois impératifs. Et on sait très bien qu'un copropriétaire ne coche que les cases qui l'intéressent. Donc on aurait très vite, on serait arrivé à des situations où en fait on avait des blocages de décision parce que les gens auraient été réputés voter contre les résolutions. Donc ça, heureusement, je dirais Dieu soit loué, ça a été abandonné par l'ordonnance. On n'a plus du tout cette mention-là dans l'ordonnance. Aujourd'hui, celui qui ne coche pas la case, il n'exprime pas son vote, en fait. Il est défaillant sur la résolution, ou il s'abstient tout simplement. Mais on ne peut pas dire qu'il vote contre. Il y a l'autre disposition sur l'amendement qui a un petit peu évolué. Alors, on a quand même appris avec surprise, à cette occasion, enfin moi j'ai appris avec surprise, qu'en fait, on peut amender une décision en Assemblée générale. Parce que ces derniers temps, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, on avait tendance à dire « Ouh là là, attention, on peut amender, mais il ne faut pas que ce soit substantiel ». On a même un arrêt assez récent, si je ne me trompe pas, sur la désignation du syndic. L'Assemblée générale avait été invitée à se prononcer sur la désignation du syndic, qui était bien celui prévu par la convocation. Simplement, en cours d'Assemblée générale, il est prévu non pas de le désigner pour 1 an, mais de le désigner pour 2 ans. Et là, la Cour de cassation vous dit « Ah non, en fait, c'est une nouvelle question. Ce n'est pas un amendement, c'est une nouvelle question. Elle n'était pas à l'ordre du jour. » Donc vous vous rendez compte, on avait vraiment l'impression que la Cour de cassation, finalement, ne laissait pas beaucoup de place au débat en Assemblée générale. Et là, avec l'ordonnance, il est clairement prévu la possibilité d'amender, simplement pour préserver les droits de celui qui vote par correspondance et qui donc ne peut pas savoir par avance quel est le contenu de la résolution. On considère qu'il est, encore une fois, il n'a pas exprimé son vote ou il est défaillant, puisqu'il a certes donné une instruction de vote, mais sur quelque chose qui a changé entre le moment où il s'est exprimé et le moment où c'est voté. Donc on conserve, on lui laisse finalement le droit d'engager un recours sur cette résolution qui peut ne pas être conforme à ce qu'il pensait. Il faut préciser qu'il y aura un décret en Conseil d'État, je crois, qui est prévu aussi pour les conditions exactes du vote par correspondance. Donc là, on est sur une disposition qui n'est pas encore applicable, contrairement à la visioconférence, qui peut d'ores et déjà être mise en place. Donc n'envoyez pas à aujourd'hui, tant que l'arrêté qui fixe les modalités de remise par le syndic du formulaire, enfin les modalités de remise au syndic de ce formulaire n'est pas paru, cette disposition n'est pas applicable. Plus derrière, deuxième étape, le décret qui va fixer les conditions. Donc à aujourd'hui, vote par correspondance n'est toujours pas possible, à la différence de la tenue à distance des assemblées générales. Alors, après, on a quelques dispositions aussi sur, je dirais, la façon de participer à distance à l'Assemblée générale à l'ancienne. Parce qu'il y a quand même... il y a des moyens modernes, mais il y a aussi les vieux moyens qui marchent toujours. Et dans les vieux moyens qui marchent toujours, il y a la question des mandats. Puisque aujourd'hui, quand vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée générale, tout simplement, vous donnez mandat à votre voisin, ou si vous ne connaissez pas bien vos voisins dans l'immeuble, ce que vous faites, c'est que vous renvoyez votre mandat en blanc au syndic. Et en disant que le syndic distribuera au mieux ce mandat en blanc à l'Assemblée générale, avec un petit risque quand même, c'est que le syndic distribue de façon, on va dire, un peu sélective les mandats à des gens qui vont plutôt voter pour le renouvellement du syndic sortant. Ça n'arrive jamais, ça ? Si, je ne vais pas vous dire le contraire. Non, mais ce qui est important dans ces nouvelles dispositions, c'est qu'en fait, d'abord, elles consacrent des solutions jurisprudentielles. C'est-à-dire que je trouve que ce nouveau texte qui prévoit des modalités précises pour le syndic de remise des pouvoirs non adressés, des pouvoirs en blanc au président du conseil syndical ou aux membres du conseil syndical, ça c'est une très bonne chose. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, dans la pratique, à chaque fois qu'on lève des soucis, je pense que c'est une bonne chose. Deuxièmement,
Sur la modalité, ça ne va pas être compliqué à mettre en œuvre. Il y aura une décision, la première décision qui désignera le président de l'Assemblée, et puis on validera sur le PV l'identité des gens qui ont adressé leur mandat et l'identité des gens qui les ont endossés. Donc dorénavant, c'est un parcours qui échappe au syndic, et c'est une bonne chose. Oui, alors il faut préciser, effectivement, on a tous assisté à des assemblées générales où ce problème de la distribution des mandats s'est trouvé posé, des mandats en blanc qui sont adressés au syndic. Ça donne lieu d'ailleurs à de nombreux contentieux, et l'idée était de mettre un terme à cette situation. Alors la loi Elan a commencé par rappeler le principe selon lequel le syndic ne peut distribuer lui-même les mandats. Et le décret du 27 juin 2019, lui, a été beaucoup plus précis en indiquant que le syndic doit, en début de réunion, remettre les mandats au président du conseil syndical, afin que ce dernier désigne les mandataires qui utiliseront les mandats, les pouvoirs en blanc. S'il n'y a pas de président du conseil syndical, et à plus forte raison s'il n'y a pas de conseil syndical, le syndic remet les pouvoirs qu'il a reçus au président de séance. Donc les règles sont bien fixées. Alors ça ne veut pas dire que ça élimine tout risque de partialité d'une certaine manière, parce que le président du conseil syndical, voire le président de l'Assemblée, il pourra distribuer, peut-être faire quelques choix opportuns à ses yeux. Mais c'est tout de même une règle, il fallait bien en fixer une, et donc c'est de nature peut-être à limiter ou même à éliminer un certain nombre de contentieux. Et alors, dernier point sur cette question, il y avait toute une discussion pour savoir comment on pouvait procéder pour valider la feuille de présence, puisque la feuille de présence, il faut que les pouvoirs aient été distribués et validés. Donc il est prévu qu'il y a l'élection du président, donc qui intervient, et c'est une fois que le président a été élu qu'il a pu distribuer, ou que la distribution des pouvoirs a pu intervenir, qu'on peut valider la feuille de présence. Alors sur les mandats, il y a 2-3 autres précisions qui ont beaucoup moins d'importance, mais qui sont en fait des consécrations de jurisprudence. Par exemple, quand vous avez 2 époux, chacun des époux peut porter... Vous savez qu'il y a une limitation du nombre de mandats que chacun peut porter. C'est 3 mandats, et jusqu'à la loi Elan, c'était 3 mandats et 5% des voix au total de l'Assemblée générale. Ce seuil de 5 est passé à 10%. Donc ça aussi, c'est une nouvelle disposition pour faciliter, les mandats. À vrai dire, c'était pas très gênant, puisqu'on admettait l'idée qu'un mandataire qui avait trop de mandats pouvait subdéléguer son mandat à quelqu'un d'autre. Et cette faculté-là aussi, elle est consacrée dans les nouvelles dispositions. Donc tout ça, c'est des choses qu'on savait déjà, ce n'est que de la consécration par la jurisprudence. Le point nouveau, mais c'est juste pour l'anecdote, il y a aussi on a rédigé les règles qui interdisent au syndic et à toute personne liée au syndic de porter un mandat. Ce qui est assez logique, parce qu'il ne faut pas que le syndic ou quelqu'un qui lui est lié vote sur la gestion du syndic. Il y a un vrai problème. Donc le syndic ne peut pas recevoir de mandat, ça on le savait déjà. Son conjoint ne peut pas recevoir de mandat, on le savait déjà. La personne liée par un PACS, etc., sont préposés. Et, nouveauté, le concubin du syndic. Alors là, moi, j'adore cette nouvelle disposition, parce que je vois bien en Assemblée générale quelqu'un se lever en disant « Madame, vous ne pouvez pas porter ce mandat car vous êtes notoirement la concubine du syndic ». Ça va quand même donner lieu à des débats assez intéressants. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire déclarer aux copropriétaires avant sur la feuille d'Assemblée générale que jamais ils n'ont eu un commerce quelconque avec le syndic. Voilà, je ne sais pas. Donc ça me laisse un peu rêveuse. Le concubin du syndic ne peut pas porter de mandat en Assemblée générale. Je pense que ceci étant dit, on peut peut-être passer aux règles qui ont également été modifiées pour faciliter les décisions, c'est-à-dire les règles de majorité. Parce que là, pour le coup, on a des nouveautés considérables
dans l'ordonnance. Peut-être Agnès, sur le mandat, préciser aussi pour les lorsqu'il y a un couple, les époux. Pour les époux conjoints, peut-être, aussi. Oui. Parce Alors, que c'est quand même effectivement, il y a intéressant. aussi une disposition qui consacre la jurisprudence qui dit que quand vous avez deux époux qui sont tous deux propriétaires, alors ils sont tous deux propriétaires parce qu'ils sont en indivision, soit tout simplement parce qu'ils sont sous le régime de la communauté, ils sont tous les deux propriétaires, chacun des époux peut porter 3 mandats. Donc en fait, votre couple peut porter 6 mandats. C'est une consécration de jurisprudence, mais c'est vrai que ce n'était pas dans le texte jusqu'à présent. Donc là aussi, on facilite encore une fois la possibilité pour un copropriétaire ou pour un couple de recevoir des mandats et donc de peser sur l'Assemblée générale. C'est ça la contrepartie. On parle des majorités ? Alors, sur les majorités, là, on a des dispositions qui sont issues de l'ordonnance et qui sont des dispositions vraiment révolutionnaires pour certaines. Il faut peut-être les voir les unes derrière les autres, pas complètement dans le détail, mais quand même, il faut vous les mentionner. Alors, de façon un peu accessoire, mais là-dessus on peut passer rapidement, on a un nouvel abaissement des majorités. Alors, c'est un nouvel abaissement parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a une grande loi sur la copropriété, on abaisse les majorités. On a commencé très très haut. En 1965, on avait une majorité de l'article 26, c'était les 3/4 des voix, plus la moitié en nombre de tous les copropriétaires. On s'est empressé de baisser à 2/3. Après, on a créé, vous savez, la passerelle de l'article 25. Quand il y a une résolution qui doit être votée à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, mais qu'on n'a pas assez de copropriétaires présents dans la salle, il est possible de basculer sur une passerelle, la passerelle de l'article 25.1. Et puis, on a aussi, donc ça c'est je dirais, les principes généraux, et on va voir que ces principes généraux, ils ont bougé. On va encore faciliter les décisions par le biais notamment des passerelles. Et puis, il y a un autre mécanisme qui consiste simplement à bouger les champs d'application des fameux articles 24, 25 et 26. Puisque vous savez que dans l'article 24, vous avez toute une liste de décisions qui se prend à l'article 24. À vrai dire, on pourrait se passer de liste, puisque la majorité de l'article 24, c'est celle qui s'applique quand il n'y a rien de prévu. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi on a une liste. Mais on a une liste. Donc, il y a les décisions qui sont dans l'article 24, il y a des décisions qui sont dans l'article 25, majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, et puis il reste quand même quelques décisions à la majorité de l'article 26, les 2/3 des voix plus la moitié au nombre de tous les copropriétaires. La grosse révolution, la dernière en termes d'abaissement de majorité, ça a été de descendre les travaux d'amélioration qui étaient dans l'article 26, de les descendre en majorité article 25, sans passerelle. Ça, c'était notre dernière grande évolution. Là, alors, on remet l'ouvrage une nouvelle fois sur le tapis et on a des décisions qui vont glisser d'une majorité à l'autre à titre d'exemple, la suppression des vies d'ordures, article 25, descend dans l'article 24. Les modalités d'ouverture des portes de l'immeuble, qui étaient dans l'article 26, descendent dans l'article 25. Donc voilà, ça c'est un processus connu. On joue aux petits chevaux et on fait glisser d'une case à l'autre. Juste une petite entorse, vous avez tout à fait raison. La petite entorse, c'est dans la loi Elan, où pour ce qui est des travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on trouvait cette disposition à la fois dans l'article 24 et l'article 25, on ne va pas rentrer dans le détail puisque c'est dépassé, et il est dit désormais par la loi Elan, qui modifie donc l'article 24 et l'article 25, que pour les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on est sur une majorité article 25 et 25.1 en deuxième lecture. Alors juste un petit rappel des majorités, et puis je vais juste évoquer les deux nouveautés qui sont vraiment importantes de l'ordonnance. Vous savez que la majorité article 24, je le dis, vous le savez certainement par cœur, mais c'est toujours bon de le redire, c'est la majorité des voix exprimées des copropriétaires en assemblée générale. La majorité article 25, c'est ce qu'on appelle la majorité absolue, c'est-à-dire qu'il faut plus de la moitié
des voix des copropriétaires qui composent le syndicat, et la majorité article 26, c'est une double majorité. Plus de la moitié des copropriétaires en nombre, représentant plus des 2/3 des voix en millième. Ce sont les 3 majorités qui sont maintenues, ça on n'a pas à modifier. Alors, quelle est, en complément de ce que vient de dire Maître Le Batteux, nouveauté importante de l'ordonnance? La nouveauté importante, qui va exactement dans le sens de ce qui vient de vous être indiqué, c'est que vous savez que lorsque il y a un vote à la majorité prévu de l'article 25, si la décision n'a pas été adoptée à cette majorité de l'article 25, mais si le vote a recueilli plus du tiers des voix des copropriétaires, il était prévu la possibilité de procéder en deuxième lecture, mais ce qui n'était pas très clair dans le texte antérieur, c'est qu'on se demandait si on pouvait le faire tout de suite ou si on pouvait le faire dans un délai qui était prévu, je crois qu'il y était un délai ensuite de 3 mois pour remettre ça à l'Assemblée générale. Alors là, c'est l'article 25.1 qui se trouve aujourd'hui modifié, et il est dit donc que lorsque l'Assemblée générale des copropriétaires n'a pas adopté à la majorité des voix de tous les copropriétaires en application de l'article 25, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même Assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Donc la nouveauté, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a ce tiers des voix qui a été obtenu en première lecture, eh bien c'est immédiatement que la même Assemblée se prononce. Donc il n'y a pas cette hésitation qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'on peut se prononcer tout de suite? Est-ce que ça doit être reporté à une nouvelle Assemblée qui aura à se prononcer? Donc c'est toujours le souci de simplification. De même, alors ça c'est une nouveauté absolue, nouveauté absolue, c'est par rapport à l'article 26. Vous savez que continue de relever de cet article 26 un certain nombre de décisions importantes. Je vais par exemple évoquer les actes d'aliénation ou d'acquisition par le syndicat des copropriétaires. C'est le syndicat qui veut, il y a une loge de gardien, elle n'est plus occupée, le syndicat va céder la loge. À l'inverse, le syndicat peut être amené à acquérir quelque chose qui était privatif auparavant. Donc, en l'état, il n'y avait pas de possibilité de voter autrement qu'à la double majorité de l'article 26. Ce qui est parfois extrêmement bloquant, notamment dans les immeubles importants, où vous avez beaucoup de copropriétaires qui peuvent être titulaires, je cite un exemple, d'emplacement de parking. Dans un grand ensemble, vous aurez 200 lots principaux et vous aurez autant de lots secondaires qui seront par exemple des lots de parking. Comme il faut, à l'article 26, plus de la moitié des copropriétaires en nombre, il est parfois extrêmement difficile, voire impossible, d'obtenir cette moitié des copropriétaires en nombre en raison de l'absentéisme de certains copropriétaires. Donc, pour remédier à ce blocage, il est prévu également, comme c'était le cas auparavant pour l'article 25, de statuer à une majorité moindre que celle de l'article 26 quand on est en seconde lecture face à cette situation. Alors, le texte, c'est un nouveau texte, article 26.1, nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'Assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26, mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents. La moitié des présents, et non plus la moitié de tous les copropriétaires. La moitié, donc, des membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance, et représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. La même Assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. Donc il faut une double condition. Il faut que le vote ait recueilli l'approbation de la moitié des copropriétaires présents à l'Assemblée, en nombre, la moitié des copropriétaires présents à l'Assemblée, et représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Et ensuite, cette Assemblée peut voter donc en seconde lecture, en procédant immédiatement à un second vote, et à la majorité des voix
de tous les copropriétaires. Donc, autrement dit, on ramène à une seule majorité des voix de tous les copropriétaires, autrement dit, ce qui est la majorité de l'article 25. Je vous laisse peut-être compléter ou Agnès sur ce sujet. Peut-être. Je pense qu'il faut bien voir tout ce que ces deux passerelles, donc le 25.1 et le 26, les conséquences que ça a sur les décisions les plus graves de l'Assemblée générale. D'abord, parce qu'il faut voir que la passerelle telle qu'elle est rédigée aujourd'hui en 25.1, on a l'impression que ce n'est qu'une re-rédaction, alors qu'il y a un élément essentiel, c'est le champ d'application de cette passerelle. La passerelle de l'article 25.1 ne s'appliquait pas aux travaux d'amélioration. Je vous ai dit tout à l'heure, les travaux d'amélioration, avant Allure, relevaient de l'article 26, donc 2/3 des voix et la moitié en nombre de tous les copropriétaires. Après Allure, ils relèvent de la majorité de l'article 25, mais pas de second vote possible. C'était déjà une révolution considérable, parce que quand vous êtes à la majorité de l'article 26, je ne vous parle même pas de la passerelle, mais quand vous êtes dans la majorité de l'article 26 sans passerelle, il faut une vraie, non seulement il faut que les gens soient là, mais il faut une vraie mobilisation de tous les copropriétaires. La décision ne peut pas se jouer que sur des copropriétaires majoritaires, puisque le propre de l'article 26, c'est cette double majorité qui s'exprime en voix et par tête. Donc même si vous avez 2 ou 3 très gros porteurs dans la copropriété, par exemple un office HLM, le fait qu'à la majorité de l'article 26, on exige la moitié en nombre de tous les copropriétaires, fait que s'il n'y a pas un vrai consensus, y compris des petits porteurs, ceux qui n'ont pas les moyens de payer les travaux d'amélioration, s'il n'y a pas un vrai consensus, la décision ne passe pas. Donc déjà, quand on est descendu avec Allure à la majorité de l'article 25 pour les travaux d'amélioration, c'était une révolution. Parce que ça veut dire que les gros porteurs, ceux qui ont les moyens, peuvent imposer la décision à l'Assemblée générale. Néanmoins, il y avait quand même un garde-fou, puisqu'on disait pas de passerelle pour les travaux d'amélioration, il faut quand même qu'il y ait plus de 50% des voix de tous les copropriétaires qui votent, donc la décision, elle ne peut pas être prise finalement par une Assemblée générale où les gens ne seraient pas venus. Là, avec l'ordonnance, la passerelle est généralisée à toutes les décisions qui relèvent de la majorité des voix de tous les copropriétaires. Donc, y compris aux travaux d'amélioration. Ça veut dire que demain, si je mets à l'ordre du jour des travaux d'amélioration énergétique pour 3 millions d'euros, soyons fous, mais c'est pas un cas d'école. Je mets des travaux d'amélioration énergétique à 3 millions d'euros, l'Assemblée générale doit se prononcer. Alors, d'abord, la majorité, c'est juste la majorité absolue des voix des copropriétaires. Donc, j'ai 2-3 gros porteurs. J'ai mon office HLM, il vote pour. Déjà, c'est facile. Mais, allez, mon office HLM, il a quand même que 30% des voix. Ça passe pas. Il a que 30% des voix. Mais, passerelle. Je n'ai pas réussi à recueillir la moitié en nombre de tous les copropriétaires. Mais il se trouve que mes 33,33, de toute façon, ils sont détenus par l'office HLM d'office. Je fais jouer ma passerelle. Et là, l'office HLM, la décision, elle se prend à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Si les gens ne sont pas là, bah, la moitié, elle va être tout de suite atteinte. Donc la décision, elle va être prise. C'est toute l'ambiguïté de ce dispositif qui est à la fois de faciliter la prise de décision, c'est-à-dire de permettre que des travaux soient faits, mais pour le coup, ça voudra dire que seuls les copropriétaires qui sont présents vont pouvoir disposer de cette capacité de le faire. Donc ça, à mon avis, aussi comme conséquence, si vous voulez vous mobiliser sur un projet, d'obliger les gens à participer à l'Assemblée. Là, on ne peut plus se dire que l'Assemblée générale, on verra ça l'année prochaine, et puis c'est pas grave, de toute façon, il n'y aura pas la majorité nécessaire. Non, à aujourd'hui, on arrive quasiment à voter quasiment tout à la majorité simple des présents représentés par ce mécanisme de passerelle. Donc attention à cela. Hein. Attention à cela. Alors, oui, aussi le règlement, oui, puisqu'il y a la passerelle 26. Voilà, c'était ça on avait des garde-fous avec l'article 26. Alors, il reste une chose, une décision qui ne peut être prise qu'à l'unanimité des copropriétaires, mais là je pars sous votre contrôle, c'est la modification du règlement quand on modifie la destination des parties et les conditions de vie. En clair, ce qui fait votre choix fondamental dans une copropriété, ça,
on ne peut pas modifier le règlement lorsqu'il porte atteinte à la destination des parties communes ou des conditions d'exercice des droits des propriétaires. Mais c'est la seule petite, aujourd'hui quasiment, chose qui reste. Donc attention à ça. Lorsque vous envisagerez, membre du conseil syndical et copropriétaire, la mise en place de l'ordre du jour de l'Assemblée. Alors deux petits points complémentaires. Quand on est sur 26.5, nous évoquions tout à l'heure, il faut quand même en seconde lecture recueillir, c'est bien la majorité des voix de tous les copropriétaires. Ce n'est pas la majorité des voix simplement exprimées des présents et représentés. C'est la majorité des voix de tous les copropriétaires, ce qui quand même reste une majorité un peu renforcée. Deuxième observation, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait exact. Il faut quand même aussi rassurer en un sens. Donc on ne peut pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des lots des copropriétaires autrement qu'à l'unanimité. J'ajoute que c'est également le cas subsistant pour la modification de la répartition des charges, sauf des cas expressément prévus, puisqu'il y a des exceptions, quelques exceptions, mais la règle reste aussi là-dessus celle de l'unanimité. Après, la contrepartie de ces passerelles, alors qui, j'ai eu l'air critique, mais qui d'une certaine façon sont une bonne chose, parce qu'on sait qu'on a des assemblées générales où depuis des années, des modifications qui sont pourtant nécessaires du règlement de copropriété sont bloquées, simplement parce que il n'y a pas assez de participation à l'Assemblée générale. Ou effectivement, la vente de la loge de la concierge, c'est un excellent exemple. Ça met du beurre dans les épinards et on n'arrive pas à vendre la loge ou le bout d'espace vert qui pourtant pourrait être pris par la commune, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à mobiliser suffisamment les gens. C'est un problème qui est très connu dans les très grandes copropriétés. Donc c'est quand même, c'est facilitateur et c'est plutôt positif. Par contre, j'ai peur que la contrepartie de ces dispositions, c'est qu'on ait des copropriétaires qui se réveillent un peu trop tard. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont continuer à se dire l'Assemblée générale, c'est pas grave, on verra bien ce qui sort. Et quand ils vont voir qu'en fait, ce qui est sorti, c'est 3 millions de travaux parce qu'on a fait jouer la passerelle, il leur restera plus qu'une seule chose, c'est la contestation judiciaire. Donc moi, j'ai très peur que, malgré tout, ces passerelles qui facilitent la prise de décision, finalement suscitent des contentieux parce que c'est tout ce qui restera aux copropriétaires opposants qui ne s'est pas mobilisé à temps pour aller à l'Assemblée générale. Même si, bien évidemment, je vous conseille plutôt d'aller à l'Assemblée générale que d'engager une procédure qui nous fera vivre royalement, mais qui n'est peut-être pas la meilleure solution dans une copropriété. Surtout vu la durée actuelle des procédures. Agnès, peut-être on essaye de terminer, puis on laissera la parole à la salle pour les questions que vous pouvez nous poser. Alors, très rapidement, sur le procès verbal, quelques nouvelles dispositions qu'on peut juste peut-être lister sans les commenter plus longuement. La première disposition, alors moi je dois dire que je l'attendais depuis un certain temps. Vous savez que ça fait des années, 10 ans, pas loin de 10 ans, que le procès verbal est établi le soir de l'Assemblée générale, signé le soir de l'Assemblée générale. Non, j'en vois certains qui hochent la tête. Et alors, donc, ce procès verbal signé le soir de l'Assemblée générale, donc le syndic vient avec sa petite mallette, son imprimante et tout, c'est formidable. Et ben, il avait 2 mois pour diffuser un document signé. Alors, je ne sais pas ce que pouvait bien faire le syndic pendant ces 2 mois. Mais c'est extraordinaire. Ouais, non, mais la pratique, on a toujours eu intérêt à notifier le plus tôt possible le procès verbal, car c'est comme cela qu'on purge une décision d'un risque de recherche en nullité. Donc, tout bon syndic se devait de notifier le plus vite possible son procès verbal. Tout bon syndic. Oui, c'est pour ça. Là, on vous a un peu pris par la main. Non, mais désormais, c'est 1 mois. Mais c'est une bonne chose. À partir du moment où... Alors, je vais vous dire, dans la pratique, c'est pas toujours simple d'arriver à faire que le bureau de l'Assemblée veuille et accepte de rester jusqu'à la fin pour rédiger ensemble, même si tout est préparé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de choses, mais voilà. Donc, c'est une discipline que l'on doit tous se donner. Le procès verbal, on doit le rédiger et le signer immédiatement après l'Assemblée. Et je trouve que le délai de 1 mois pour notifier ce procès verbal, c'est un délai tout à fait
correct. De toute façon, lorsqu'on était obligé de le faire, dans certains cas de décision de travaux. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Je trouve que, voilà, moi je n'ai pas d'état d'âme par rapport à cela. Je trouve que ça amène de la connaissance, de la fluidité, et puis ça raccourcit les délais. Donc voilà, pour moi, pas d'état d'âme, c'est une bonne chose. Alors, il y a d'autres petites modifications sur le procès-verbal. D'abord, on a impacté l'effet des nouvelles modalités de vote. Donc, dans votre procès-verbal, vous allez retrouver, Patrick l'a dit tout à l'heure, s'il y a eu un vote par visioconférence, on va retrouver dans le procès-verbal les incidents de communication. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait des scrutateurs, parce que ce sont ces scrutateurs qui vont aider à la bonne rédaction et surtout au contrôle des décisions prises. Donc là, il ne faut pas laisser le syndic seul, ni le secrétaire seul. Il faudra vraiment qu'il y ait en Assemblée générale des gens qui accompagnent concrètement le contrôle des décisions. On aura aussi la mention sur les mandats en blanc, ça a été dit tout à l'heure. Donc comment les mandats en blanc ont-ils été distribués ? Ce qui est pas mal, parce que ça permet effectivement, ça oblige à une certaine transparence sur cette distribution des mandats en blanc. Et moi, j'ai presque meilleur espoir, finalement, en termes de transparence, sur le seul fait de se dire « Ah, mais tout le monde pourra savoir comment les mandats ont été distribués. » Donc ça ne peut pas se passer entre copains, parce que c'est dans le procès verbal. Et ça, c'est vraiment, je pense que ça va débloquer certaines situations un peu douteuses. Ces ordonnances ont été rédigées en concertation avec le CNTGI, le Conseil national de la transaction de la gestion immobilière. Donc les professionnels ont activement participé à la rédaction de ces textes, et je peux vous dire que les professionnels unanimement étaient pour le respect tout simplement de ce que la jurisprudence avait établi, de tout ce qui peut faciliter derrière la transparence des décisions prises en AG. Donc on a tous voté pour ces modalités de transcription et donc de transparence. Alors juste un petit point complémentaire là aussi, la feuille de présence, il est précisé que la feuille de présence doit être annexée au procès verbal, et il est précisé que sur la feuille de présence, quand il y a un mandataire, on doit préciser le nom du mandataire et également son domicile, le domicile du mandataire. Donc c'est un point important, notamment pour les syndics qui n'avaient pas forcément, et on le comprend d'ailleurs, cette habitude. Moi j'ai le cas d'une assemblée là, qui est contestée actuellement, et l'un des motifs invoqués est celui-là. Alors il faut dire que ça résulte, je crois, du décret du 27 juin, et l'Assemblée se tenait le 5 juillet. C'est un très bon syndic au demeurant, donc là il n'y a pas de problème, ça fait partie des bons syndics. Mais bon, il se trouve qu'il n'a pas mentionné le domicile des mandataires, et il y a un copropriétaire qui demande l'annulation pour ce motif de l'Assemblée. Si vous voulez, on va vous laisser poser les questions. Je pense qu'on a terminé. La feuille de présence, une dernière précision sur la feuille de présence quand même, parce qu'on s'était posé la question après cette idée de dire, parce que le texte c'est la loi Elan, ou le décret, c'est dans le décret, dit que la feuille de présence est annexée au procès verbal. Et là, on s'est dit quand même, ça va être embêtant, parce que dans des copropriétés où il y a 600 lots, la feuille de présence, elle peut être un peu longue. Et en réalité, l'ordonnance a précisé que c'était une annexe au procès-verbal, mais elle n'a pas besoin d'être notifiée avec le procès-verbal. Elle est conservée par le syndic. Ça va ? Tout va bien ? Elle est conservée par le syndic, mais elle doit être communiquée à première demande par un copropriétaire. Donc on ne la notifie pas. Je voudrais juste donner une dernière information, puis on va vous laisser la parole. C'est en lien avec l'Assemblée générale, mais indirectement d'une certaine manière. C'est pour vous dire que dans l'ordonnance, il y a un élargissement très conséquent des pouvoirs du Conseil syndical, très conséquent. Alors, cela passera, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet direct, mais cela passera quand même par une décision de l'Assemblée générale, donc qui déléguera des pouvoirs dont ne pouvait pas disposer jusqu'à présent le Conseil syndical. Ce sont des articles qui ont été rajoutés à l'article 21, qui est l'article qui définit un peu tout ce qui concerne le Conseil syndical. Et donc il faut savoir que désormais, l'Assemblée générale peut, par une décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, article 25, donc à majorité des voix de tous les copropriétaires, déléguer au Conseil syndical le pouvoir
de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance. Autrement dit, peut déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions qui relèvent, on va simplifier, de l'article 24. Exception faite quand même de quelques décisions qui ne pourront pas faire l'objet de cette délégation. Les décisions en question, ce sont l'approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis l'établissement du règlement de copropriété. Mais hormis ces trois catégories, donc approbation des comptes, budget prévisionnel, modification du règlement de copropriété, désormais l'Assemblée générale peut déléguer au Conseil syndical les pouvoirs qui relèvent actuellement de l'article 24. Donc c'est évidemment important, ça va toujours dans le sens, alors avec éventuellement des effets pervers, on verra à l'usage, mais ça va toujours dans le sens d'essayer de faciliter l'administration des copropriétés, notamment des grands ensembles, où les copropriétaires, beaucoup d'entre eux se désintéressent plus ou moins de la vie de la copropriété. Et l'idée étant de dire c'est le conseil syndical qui aura la possibilité de prendre les choses en main, sachant qu'il y a aussi une limitation à la durée de la délégation qui est une durée maximale de 2 ans. Mais je crois que c'était intéressant pour ceux ou celles d'entre vous qui n'ont pas encore analysé l'ordonnance, qu'on peut comprendre, il y a peut-être de meilleures lectures, de vous donner cette précision. On peut laisser peut-être la parole désormais à la salle pour poser les questions. Alors, des questions ? Merci, bravo. Je voudrais revenir sur les passerelles. On va imaginer un cas d'école où une réunion, une AG totalise la totalité des copropriétaires sont présents. D'accord ? Est-ce que dans ce cas-là, la passerelle peut jouer ? Parce que est-ce qu'il suffit que la décision soit refusée ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas pu avoir la constitution nécessaire pour voter qui fait qu'on peut appliquer la passerelle ? Pas si je me fais bien comprendre. La question simple, c'est si tout le monde est là, est-ce qu'on peut appliquer la passerelle ? Il n'y a pas de raison. Si Ouais, tout le monde est là, vous n'avez pas de motif. Tout le monde a pu voter, tout le monde a pu s'exprimer. La décision, c'est non. Pourquoi est-ce qu'on... Attends, oui, on comprend votre question, pardon. Si la décision prise, c'est non, comme vous le dites, là, il n'y a pas de passerelle possible. La passerelle n'est possible que si on a un vote pour qui est majoritaire, mais qui n'atteint pas le... comment on peut dire, la condition délibérative. Oui, le quorum, le entre quorum, guillemets, qui n'atteint pas la majorité requise, on va dire, en première lecture. Si vous voulez, quand une décision est rejetée, ça paraît bizarre, mais quand une décision est rejetée, on peut considérer qu'une résolution a été adoptée. La résolution, elle dit non, mais la résolution, à la fin, il y a une décision qui a été prise. La passerelle ne marche que si la décision ne peut pas être prise parce qu'on n'arrive pas au niveau suffisant exigé en termes de voix absolue, si vous voulez. D'accord. J'ai une deuxième question, c'est est-ce que la validité d'une AG peut se faire si tout le monde est d'accord pour le faire ? C'est-à-dire s'il n'y a pas eu la convocation comme il faut, s'il y a eu des tas de trucs qui ne vont pas, ça n'a pas été fait, on fait une réunion amicale, puis tout d'un coup on dit tiens, on pourrait décider ça. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce qu'on peut faire à l'unanimité totale des copropriétaires ? Il n'y a pas de réunion amicale en copropriété. Il n'y a qu'une assemblée générale, même si elle se déroule dans le plus parfait des émotions et de l'ambiance. Par contre, effectivement, lorsqu'une assemblée était dûment convoquée et que tous les copropriétaires sont présents, unanimement présents, et unanimement décident quelque chose, eh bien, il n'y a plus de voie de recours. Là, je parle sous le contrôle des avocats, puisque tout le monde était présent et tout le monde était d'accord. Mais il faut quand même que ceci conserve la forme d'une assemblée générale, parce que là, la loi 65 n'a pas été modifiée, c'est en assemblée générale et seulement en assemblée générale que les décisions se prennent. Donc, formalité à respecter. Enfin, je parle sous le contrôle de... Alors, il y aura une petite modification, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de tout ce qui est dans l'ordonnance, mais il y a des modifications importantes pour les petites copropriétés, c'est-à-dire les copropriétés qui ne dépassent pas 5 copropriétaires
ou un budget annuel de 15 000 euros. Et pour ces copropriétés-là, effectivement, il pourra y avoir des petites réunions. Je ne sais pas si elles seront amicales. Elles sont toujours amicales. Mais il pourra y avoir des réunions sans qu'il y ait ce formalisme nécessaire. Mais c'est tout nouveau. Et voilà. Alors après, en termes de formalisme, il y a un point qui est vraiment important, et c'est un peu le sens qui a été pris sur les petites copropriétés. On peut, d'une certaine façon, piétiner le formalisme de convocation, à condition qu'effectivement tous vos copropriétaires soient là, représentés, etc. Là où il ne faut pas tricher, où on ne peut pas tricher, c'est sur la notification du procès verbal. Parce que, alors, si tous les copropriétaires sont là, présents, il n'y a pas de problème, mais il arrive, c'est même assez fréquent, je ne devrais pas le dire, mais ça arrive, qu'on ait une assemblée générale où presque tout le monde est là, et pas de chance, la convocation n'est pas tout à fait partie dans le délai de 3 semaines, et on se dit, c'est pas grave, de toute façon, on s'entend bien, tout va bien, il n'y aura aucun sujet, etc. Et la décision est prise sur un coin de table, enfin en assemblée générale, pas toujours notifié en recommandé avec accusé de réception, et là, le délai de recours ne commence pas à courir. Et le résultat de ça, c'est que tout va très bien tant que ce sont les 4 copropriétaires qui étaient là, ou les 5 avec celui qui n'était pas là. Et puis le jour où il y en a un qui vend, on se retrouve avec des assemblées générales qui vont tomber en cascade parce que l'acquéreur va dire « Mais attendez, vos décisions là d'il y a 3 ans, moi il n'y a jamais eu une notification, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc il faut être extrêmement prudent quand ça se passe comme ça, il faut être extrêmement prudent sur la notification pour au moins s'assurer de la purge du recours par le délai de 2 mois. Et c'est un peu le sens, mais il y a une conférence sur les petites copropriétés, allez-y, c'est un peu le sens de ce qui a été fait par le législateur à ce sujet. Autre question ? Oui. Bonjour. Je voulais revenir sur le premier point, sur la dématérialisation, puisqu'on peut faire maintenant par voie électronique les convocations et notifications donc, de PV, si j'ai bien compris. Donc pour les notifications et les convocations par voie électronique, etc. Est-ce qu'il est prévu aussi pour les mandats et les procurations par voie électronique ? Est-ce que... Non. Non. Et je pense que si le législateur l'avait voulu, il l'aurait prévu. On a une idée du pourquoi, puisque... Non, je pense que l'idée, c'est de pouvoir identifier, parce que ça pose quand même un problème de signature et d'identification qui est un petit peu compliqué à régler. Il y a une idée numérique. En fait, à partir du moment où on prévoit la possibilité d'un vote par visioconférence, plus d'un vote par correspondance, d'une certaine façon, l'idée de dire effectivement, on pourrait donner mandat par voie électronique, et c'est vrai que ça se pratique. Moi, j'ai vu beaucoup d'assemblées générales où on n'a pas suffisamment de mandats, et pour mobiliser les derniers votes dont on a besoin, tout le monde passe des coups de fil, et là, on vient avec le smartphone montrer au syndic, regardez, c'est bon, j'ai le mandat de Madame Machin. Sauf que le mandat de Madame Machin, en fait, on l'a sur un mail. J'entendais par voie électronique. On est d'accord. Au syndic. Ça aurait pu être prévu, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Alors, il faudrait effectivement que ça recouvre. Il faudrait que ça recouvre, c'est ce que vous disiez, les mêmes formes, en passant par le tiers expéditeur, etc. Donc, ça n'est pas prévu. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Ça n'est pas prévu. Si, il y a peut-être une réponse quand même, c'est qu'une lettre recommandée électronique aujourd'hui a la même valeur qu'une lettre recommandée classique. Donc si vous donnez votre mandat sous forme d'un recommandé électronique, à mon avis, ça fonctionne. Monsieur souhaite poser une question, je crois, là-bas. Monsieur qui levait la main depuis un moment. Après, madame, si vous permettez. Vous pourrez passer un micro à la personne qui veut intervenir. Oui, c'est à propos de la convocation d'un copro et à ses frais. Imaginons, un copro demande donc de faire une convocation, que maintenant il en a le droit. Donc du coup, nous, on notifie 3 semaines ou un mois avant en faisant un affichage immeuble comme quoi il va y avoir une assemblée générale. Et là, un autre copropriétaire souhaite s'intégrer à cet AG. Pour qui sont les frais? Pareil, si jamais j'ai des travaux d'urgence en tant que syndic à intégrer, et du coup, il y a une AG qui se met en place, si j'intègre moi en tant que syndic des travaux d'urgence, à qui sont les frais?
Alors, ouais, on n'a pas la réponse. En réalité, il y a une jurisprudence, mais qui était dans l'état antérieur du droit, qui disait que lorsque, par exemple, un copropriétaire inscrit une question à l'ordre du jour, le syndic a toujours la possibilité de compléter la question en inscrivant lui-même une autre question. C'est un peu voilà. Mais donc ça, la Cour de cassation s'était prononcée là-dessus. Là, la particularité quand même qui me fait dire que ça sera peut-être pas la même réponse, c'est que c'est quand même une assemblée générale aux frais du copropriétaire. Donc on a il y a deux intérêts antagonistes. Un premier intérêt qui est celui qu'on voit finalement dans toute la réforme, qui est de dire quand on a une assemblée générale, il faut balayer un maximum de questions puisque les gens sont là. Donc permettons-leur d'inscrire une question en plus. Et puis il y a un autre élément qui est de dire c'est aux frais du copropriétaire. S'il y a deux copropriétaires qui demandent l'inscription de questions, est-ce que ça ne devrait pas être à frais partagés ? Là, je n'ai pas la réponse. La vérité, c'est qu'on n'a pas la réponse à votre question. Il n'y a pas de réponse, ça sera la jurisprudence s'il y a des décisions rendues par les tribunaux qui seront amenés à se prononcer. Ce qu'on peut penser quand même, c'est que le copropriétaire fait la demande, c'est à ses frais, il sait que c'est à ses frais. S'il y a un seul copropriétaire qui vient inscrire une question complémentaire, moi je pense que ça peut rester quand même aux frais du copropriétaire qui a été le demandeur initial, sauf après tout à ce qu'ils se mettent d'accord aussi entre eux, ce qui n'est pas défendu. Si en revanche le syndic en profite pour inscrire 3-4 points d'ordre du jour parce qu'il y a la tenue d'une assemblée, j'avoue que je ne sais pas, mais il ne serait pas totalement illogique que finalement ça soit une assemblée aux frais de l'ensemble des copropriétaires. Si ça devait être le cas, moi je prendrais la précaution de faire valider par l'Assemblée générale la répartition des frais de l'Assemblée. Voilà. Et comme cela, ça mettrait fin à l'incertitude. Voilà. Mais ça n'est qu'une réponse ponctuelle d'un praticien. Donc ça peut être une très bonne réponse. Autre question ? Bonjour. En visioconférence, vous avez évoqué que les dépenses étaient supportées par le conseil syndical. Qu'est-ce qu'il en est ? Non, par le syndicat des copropriétaires, par la collectivité. C'est-à-dire par toute la copropriété, en fin de compte. Oui. D'accord, c'est ça que j'avais... C'est pour ça qu'il est prévu, il est dit qu'il faut une première assemblée pour statuer sur le devis. Donc d'abord, vous avez une assemblée générale où, pour le coup, il n'y a pas de vote par visioconférence, qui décide de valider le devis. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'était dans le Figaro, un des confrères de M. Delestre qui a tenu une assemblée générale par visioconférence, je dirais, 10 jours après le décret, et je pense que l'assemblée générale par visioconférence n'était pas valable parce que manifestement, il n'était pas possible qu'il y ait une assemblée générale qui ait d'abord statué sur le devis permettant de mettre en place la visioconférence. Donc c'est vraiment en deux étapes. D'abord, on vote sur un devis et on se dit ça vaut la peine même si c'est cher. Et ensuite, sur l'assemblée générale suivante, on peut voter par visioconférence. Mais est-ce qu'il y a un minimum de participants ? Non, il n'y a pas de condition. C'est là où c'est vraiment à l'assemblée générale d'apprécier si ça vaut le coup ou pas. Il peut y avoir qu'un seul participant ? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Et puis je crois qu'on arrive à peu près au terme, donc on lèvera la séance ensuite. Dernière question. Est-ce qu'un syndic peut faire un additif au règlement de copropriété pour réunir 5 syndicats secondaires en un seul ? Et quelle majorité ? Là, je pense qu'on dépasse un peu, on dépasse même largement le cadre de la conférence, parce que en plus c'est une question qui est pas du tout évidente. Donc, si vous voulez, on peut essayer d'y réfléchir, mais on n'est plus du tout dans le cadre de l'Assemblée en elle-même. La chose n'est pas impossible, mais c'est selon certaines modalités, effectivement, qu'il faudrait mettre en place. On ne peut pas répondre en 30 secondes, hein, ça c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. Oui. J'aurais une petite question. Un copropriétaire qui détient 22% de l'ensemble, enfin des voix de l'ensemble de la copropriété, peut-il recevoir un pouvoir ? Oui. 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 Avec 22%, il peut recevoir en fait, la règle, un ou plus, la règle des 10% des voix au total ne s'applique que si vous dépassez les 3 mandats. C'est un double plafond. Tout copropriétaire peut recevoir au moins 3 mandats. Et tout copropriétaire peut recevoir au moins 3 mandats,
Mais il ne peut pas en recevoir plus si ensuite, avec ses propres millièmes, il dépasse 10%. Mais un copropriétaire qui a 22% peut parfaitement recevoir 3 mandats. Merci beaucoup encore une fois à tous et toutes de nous avoir écoutés et subi avec beaucoup d'attention. Merci.